utiles. Les agriculteurs ou les jardiniers donc, les utilisent lorsque cela est nécessaire pour se débarrasser ou pour éliminer donc, les insectes, les mauvaises herbes ou les maladies. Je devrais peut-être enlever mon masque, ça peut être plus écolo. Je dis pas que ce qu'on fait c'est bon, hein, mais bon. Nous on voit notre revenu, c'est ça le problème. On est dans une course sans fin où on va inventer de nouvelles molécules. Ces nouvelles molécules insecticides, pour parler, puisque là on est dans un cadre abeille, ces nouvelles molécules insecticides vont avoir une certaine action pendant un certain temps, et puis elles vont perdre leur action sur leur cible, c'est-à-dire les insectes nuisibles, mais par contre, on va petit à petit polluer de plus en plus notre planète, c'est évident, parce que les insectes nuisibles vont s'adapter. Ce serait une idiotie que de croire qu'on va se débarrasser des insectes nuisibles. Ils ont une capacité d'adaptation qui est bien supérieure à la nôtre. Ce qui fait qu'au final, nous allons accumuler, je le pense, des dizaines et des dizaines de molécules qui auront une durée d'efficacité relativement restreinte sur les insectes nuisibles, mais par contre, qui auront une durée de nuisance pour l'homme très longue. Parce que nous, par contre, on a des capacités à s'adapter qui sont très très faibles. Les pesticides, c'est vraiment, bon, c'est la même chose que des gaz de combat. C'est des gaz de combat contre des insectes. Et on va faire la guerre aux insectes. Et du point de vue strictement de la biologie, c'est une aberration. C'est une aberration. On ne fait pas la guerre aux insectes. Les insectes sont immensément plus nombreux au point de vue espèce, avec des vitesses d'évolution beaucoup plus rapides que nous. C'est complètement absurde. On ne va pas se faire la guerre, mais simplement, bon, dans notre prétention donc, à la toute-puissance, on va faire la guerre aux insectes. On voit les voies qui bougent, on sort le flingue et on tire. En 1945, quand la guerre est finie et donc que règne cette situation de pénurie et même de famine, eh bien, Villaume a déjà noué beaucoup de fils entre des scientifiques, ses copains d'agro, entre les industriels qu'il représente, et puis aussi avec des représentants de l'administration française et du ministère de l'Agriculture. Il connaît tout le monde en fait, et il crée, ça ne s'invente pas, il crée le comité de propagande pour la protection des cultures. À l'époque, on n'a pas du tout les problèmes avec le vocabulaire qu'on aura plus tard. On sort de la guerre et propagande, ça fait peur à personne. Donc Villaume crée ouvertement le comité de propagande pour la protection des cultures. Et en quelques années, eh ben, il va créer ce qu'on appellera plus tard, ce qu'on appelle dans notre livre, le lobby des pesticides. Il fonde un journal qui existe toujours, qui s'appelle Phytoma, qui est un véritable chef-d'œuvre, on peut dire, c'est un chef-d'œuvre inégalé de propagande pour les pesticides. Et dans ce journal vont défiler pendant des décennies, jusqu'à aujourd'hui, tous les grands responsables de l'administration française de l'agriculture, du ministère de l'Agriculture, les responsables du service de protection des végétaux, dont probablement personne n'a jamais entendu parler, mais qui est un service clé. Le service de protection des végétaux, c'est le service qui plus que aucun autre, me semble-t-il, dans l'administration française, aura accompagné et servi à la cause des pesticides. Pas plus tard qu'il y a quelques mois, on verra ce service de la protection des végétaux s'illustrer dans la fameuse guerre du purin d'Orty. Bon, c'est une parenthèse. Mais Villaume donc crée Phytoma, le comité de propagande pour la protection des cultures, et il va en fait rassembler ensemble tout le monde, tous les acteurs disons, de la protection des végétaux, autrement dit tous les acteurs de l'industrie des pesticides naissantes, vont se retrouver
prisonniers, en quelque sorte, sans le savoir, des liens que Villaume a imaginés grâce à son comité de propagande pour la protection des cultures. Il y aura ce journal, et puis toute une série de conférences, toute une série de congrès, toute une série de réunions, toute une série de banquets, il faut le dire aussi, qui vont rassembler perpétuellement les mêmes gens, on va dire peut-être pas plus qu'une centaine de personnes, mais qui concentrent absolument tous les pouvoirs de décision, de contrôle, de commercialisation des pesticides naissants. Et donc, nous, on a défini cette structure que Villaume a imaginée, on l'a écrit, et moi je revendique ce terme, on estime que Villaume a imaginé une structure paratotalitaire. C'est un mot assez dur, c'est vrai que ça fait référence à des visions assez cauchemardesques de dictature. Bon, paratotalitaire. Pourquoi? Parce que, en fait, ces gens-là, au début, dans la plus parfaite bonne foi, il faut le dire, ces gens-là, au départ, sont dans la bonne foi. Ils croient qu'ils ont trouvé une sorte de panacée universelle. Ils croient que, ils vont sauver la France de la famine à jamais, qu'il n'y aura plus jamais de famine, qu'il n'y aura plus jamais de ravageurs des cultures, et que deux, bien entendu, ils vont devenir très riches. C'est évident. Ça va de pair. C'est-à-dire, ils ont le sentiment de réussir le coup parfait, c'est-à-dire se remplir les poches, et puis apparaître comme des bienfaiteurs de l'humanité. C'est donc depuis l'entre-deux-guerres que toute la biosphère est libéralement intoxiquée par les vendeurs d'agrotoxiques, les hommes, les animaux, les insectes, dont l'abeille. Pendant des dizaines d'années, les abeilles ramènent à la ruche, avec le nectar et le pollen, des molécules de poison diverses et variées. Carbaryl, diazinon, malathion, fenthion, etc. En 1991, l'entreprise Bayer introduit une nouvelle molécule miraculeuse, l'imidaclopride, qui vise les insectes piqueurs-suceurs qui s'en prennent à la betterave, au blé, au maïs, au tournesol. En 1994, un apiculteur de 70 ans de l'Indre perd 40% de ses ruches et il sonne l'alarme. Il est traîné devant les tribunaux et il faut attendre 1998 pour que la révolte éclate dans les campagnes. Mais les pouvoirs publics et les industriels de la chimie continuent de prétendre que tout va bien. Tout va bien, mais la production de miel s'effondre, 32 000 tonnes en 1995 et 16 500 tonnes seulement en 2003, une chute de 50% en moins de 10 ans. Tout va bien, des centaines de milliers de ruches sont décimées tous les ans. Tout va très bien, 10 000 apiculteurs jettent l'éponge. Pendant les années Gauchot, c'est-à-dire de 1998 à 2003-2004, les pertes qui habituellement sont de l'ordre de 10% en fin d'hiver montaient jusqu'à 30-35% à la fin de l'hiver. Mais je verrais mal un éleveur de quelque animal que ce soit, par exemple un éleveur de bovins, accepter 30 à 40% de pertes par an. Gauchot-Régent sur tournesol a été un problème, mais le plus gros problème était sur le maïs. Parce que sur le tournesol, on perdait des butineuses, on perdait la récolte puisqu'il n'y avait plus d'ouvrières pour entrer la récolte, mais on allait rarement jusqu'à la disparition des colonies. Du moins, il en disparaissait un peu plus que d'habitude, mais ce n'était pas catastrophique. Mais à partir du moment où on a vu arriver de semences enrobées Gauchot-Régent, là on a mis carrément en jeu la survie de la colonie, puisque c'est un maïs qui arrive en fin de saison, un pollen qui arrive en fin de saison, et qui est destiné à nourrir des larves qui devraient passer l'hiver. Et c'est là qu'on a vu s'effondrer les colonies, parce que les abeilles, qui sont soi-disant des abeilles d'hiver, ne recevaient pas une nourriture propre, voire contaminée. Et au printemps, eh bien, il n'y avait pas la jonction avec les nouvelles abeilles. En Suisse, un apiculteur professionnel, dès l'année 2000, avait des effondrements de ruchers dans des zones de très grande culture. Nous avions 2 ruchers très spécifiques de 40 colonies avec des hectares de maïs autour. Les abeilles ramassent énormément de pollen de maïs en automne. Et au printemps, quand les reines commencent à répondre, elles ont besoin de pollen pour nourrir le couvain. Si vous avez pendant 3 semaines un retour de froid, les abeilles ne peuvent plus aller dehors chercher du pollen de noisetier, d'aulne, de frêne, etc. Tous les premiers pollens qui existent. Elles doivent consommer le 100% du pollen qu'elles ont en stock dans la ruche. Si elles consomment le 100% de ce pollen contaminé, ben, les abeilles crèvent. Qu'en est-il donc du miel? Serait-il tout autant contaminé par les pesticides que le pollen?
Alors, dans le miel, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il semblerait que ces matières sucrées ne piègent pas les pesticides de la même façon. Toujours est-il que sur les pollens, c'était tout à fait évident. Il faut savoir qu'il y a un phénomène de filtre à l'entrée de la ruche, en ce sens qu'une abeille qui revient contaminée est très souvent rejetée à l'entrée de la ruche par ses consoeurs qui sont chargés justement d'effectuer ce filtrage. Et ce qui explique sûrement que les ruches arrivent à survivre même dans des milieux très hostiles, parce qu'il y a une élimination systématiquement des abeilles qui rentrent chargées de produits contaminés. Néanmoins, il en passe toujours, et la preuve, autant le filtrage est efficace sur les apports de miel, autant au niveau des pelotes de pollen, là ça passe sans problème, parce que l'abeille arrive dans un compartiment différent, traverse la trappe à pollen, la défense des autres abeilles n'est pas évidente, et puis peut-être que le pesticide est moins détectable sur les pelotes qu'il ne l'est dans le miel. Ça faisait déjà pas mal de temps qu'on observait une baisse de production énorme sur les mielés de tournesol notamment, du fait des intoxications. C'était flagrant parce qu'on arrivait avec des ruches qui venaient notamment du châtaignier, qui étaient très populeuses, avec beaucoup de butineuses. On déposait ces ruches près de champs de tournesol et puis une semaine après on passait, on voyait que les colonies avaient fondu du point de vue population, il y avait plus beaucoup d'abeilles et elles n'avaient rien produit. Donc dans certaines zones on descendait à des quantités de 5 kg à la ruche de miel de tournesol, alors que quelques années auparavant, avant l'introduction du gaucho et du régent sur cette plante, on avait des moyennes qui dépassaient largement les 60 kg à la ruche. La période la plus critique et la plus spectaculaire a eu lieu en 2002, au printemps. Donc subitement, nous avons vu une mortalité hyper violente de toutes nos abeilles que nous avions ici, c'est-à-dire la plupart du cheptel qui était concentré ici en attente de transhumance. Et dans l'affaire de quelques jours, nous avons eu 435 ruches qui ont été complètement détruites, anéanties. J'ai mené une enquête sur la zone à Gaucho, puisqu'à l'époque donc, tout le département était sans Gaucho, il y avait une zone Gaucho. J'ai donc mené une enquête sur tous les ruchers qui étaient dans la zone Gaucho par rapport à la zone non Gaucho. Et statistiquement, on avait mis en évidence, ce qui avait été mis en évidence en 97, en 96, c'est une chute de la production de ce miel dans les zones Gaucho par rapport aux zones non Gaucho. Bon. Mais donc, dès que c'est arrivé, on a vu la chute extraordinaire dans les ruches. On a perdu entre 60 et 70% de nos récoltes. Plus après, à l'hivernage, on a perdu 40 à 50% de nos colonies. Donc là, on est passé vraiment à un cap très difficile. On prenait 100 ruches qui étaient mises dans les bois, complètement isolées des tournesols. Sur ces 100 ruches, on en prenait 50. À l'époque du gaucho, on les amenait dans les champs tournesol gaucho. Au bout de 5-6 jours de butinage, ces 50 ruches étaient prises de troubles du comportement, de tremblements, travaillaient en cheminée, avaient des comportements, je dirais, de défense, de filtrage au trou de vol. On retournait voir les 50 qui restaient en forêt, elles étaient très bien. Sur les 50 restantes, on en reprenait la moitié, 25, de façon aléatoire. On les amenait à nouveau dans une zone tournesol, gaucho. Au bout de 5-6 jours de butinage, à nouveau le même problème. Dans un premier temps, on a vu arriver le gaucho et un peu plus tard le régent. Ce sont deux produits qui ont des qualités de systémie, bien que c'était contesté longtemps pour le régent, mais il a bien fallu en arriver là. À un moment donné, il faut savoir qu'il était systémique aux États-Unis et non systémique en Europe. Bon, il s'est avéré peut-être que le régent était encore plus dangereux que l'imidacloprid, que le gaucho. Le régent était connu bien avant son utilisation en agriculture, puisqu'il est encore utilisé d'ailleurs en traitement contre les termites.
Une maison traitée contre les termites reçoit dans les parties bois un traitement xylophène et dans les parties chape en béton, bas de mur, etc., du fipronil, qui est la matière active du régent, commercialisé sous l'appellation Thermidor 80WG et qui vous garantit un chantier hors termite pour plus de 5 ans et il semblerait actuellement près de 10 ans. On retrouve le fipronil à des taux extrêmement élevés et aucune explication d'utilisation ne peut être fournie. Le fabricant, lui non plus, ne peut pas donner d'explication et la seule explication qui semble plausible à l'heure actuelle, c'est la rémanence de ce produit qui n'est pas soluble dans l'eau, donc, qui resterait en surface du sol et qui serait périodiquement remis en suspension dans l'atmosphère et donc se retrouverait, compte tenu de l'utilisation élevée qui en a été faite, se retrouverait à des taux dangereux même pour l'abeille dans certains cas. Il y a une directive européenne et elle n'est pas respectée. La directive européenne impose qu'il y ait une batterie de tests pertinents au niveau du couvain, au niveau des abeilles adultes, au niveau de la longévité, au niveau des effets létaux, au niveau des effets sublétaux. Comment est-il possible que l'Union européenne donne un feu vert au fipronil alors qu'en France, c'est l'hécatombe? Alors que le fipronil n'a pas répondu à ces fameuses questions et qu'il rentre en plein cadre du type de produit qui doit absolument vérifier notamment les effets sublétaux. C'est inadmissible. Il faut absolument que les choses changent. Il y a le Grenelle de l'environnement dans pas longtemps. On pourra juger sur pièce si ce sont des vœux pieux, si c'est une mascarade. Quand il s'agit de définir un protocole pour évaluer la toxicité d'un pesticide, eh bien, il est important qu'on n'en fasse pas trop, que ces protocoles restent limités, que ces protocoles ne mettent pas trop en évidence justement cette toxicité. Quand on dit, on passe de la toxicité aiguë 24 heures à la toxicité chronique 48 heures, et après l'affaire Gauchot, on a dû prolonger ça de 24 heures. Bon, faut pas rigoler, quoi. Un an après, on trouve ce produit dans l'air sans comprendre d'où il peut venir, puisque à usage agricole, il est interdit. Et ils ont essayé, même le fabricant BASF a été interrogé. On n'a pas pu expliquer. Tout ce qu'il a trouvé à dire, c'était que peut-être les personnes qui avaient fait les manipulations avaient traité leurs chiens avec du fipronil, du Frontline, avant, et puis c'était pas lavé les mains. En 2002, il y a eu un rapport demandé par l'État à un comité, je dois avoir le titre exact là, si vous voulez les précisions, le comité chargé, grosso modo, on va dire, du principe de précaution, là, de l'application du principe de précaution. Ces gens-là, on leur a demandé de se pencher sur les pesticides, donc des experts. Ils se sont penchés sur les pesticides. Leur conclusion, ça a été de dire que les pesticides relevaient tous du principe de précaution. Et qu'ils en avaient toutes les caractéristiques. Et qu'en plus, on pouvait adopter des mesures pour les remplacer. Alors, depuis 2002, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi est-ce que ça n'a pas été mis en application? Il me semble que c'est toujours facile de mettre la faute sur varroa, virus, nosema, mais on ne veut pas voir les autres problèmes. On ne peut rien contrôler, on ne peut rien normaliser, on ne peut rien cadrer, parce que le vivant, c'est variable. En plus, on met des pesticides dans un système hyper complexe, avec des réactions, action-réaction en chaîne, dans un système hyper complexe et qu'on ne peut rien maîtriser. Vous ne trouverez personne qui soit capable de comprendre ce qui se passe. Je vous assure que c'est la vérité. Vous ne trouverez pas de chimiste, aussi brillant soit-il, aussi géniaux soit-il, capable de vous dire
Voilà ce que produisent ces molécules quand elles sont mises ensemble dans un milieu vivant, par exemple dans de l'eau. Si vous voulez, on en est arrivé à un point de complexité chimique telle, d'interaction, de cocktail de produits, de molécules, un point de complexité tel que vous ne trouverez pas sur Terre, vivant aujourd'hui à la surface de cette Terre, des spécialistes capables de vous expliquer